Maxime, enchanté. Enchanté Thomas. Ravi de t'avoir dans notre podcast Premier Employé. On s'était déjà rencontrés, même avant ce podcast pour faire un peu le point sur ce qu'on pourrait dire, etc. Mais on s'était rencontrés dans le cadre de ta première boîte, en fait, avant que tu rentres dans ta startup actuellement. Ouais, deuxième en fait même. C'était ta deuxième boîte ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Enfin, deuxième tentative. Dans le cadre de relation entrepreneur-VC, c'était une super discussion. Donc, juste pour rappeler l'objet du podcast, le but, c'est de permettre aux gens qui veulent un petit peu rentrer dans des startups en tant que premier employé, de bien comprendre l'état d'esprit des gens qui le font, et évidemment aussi de savoir les missions qui ont lieu quand tu es un premier employé d'une startup, sachant que la plupart des gens qu'on a interviewés jusqu'ici, c'était des gens qui étaient très business. Yes. Toi, tu as un profil tech, donc ça va être cool, il y aura d'autres gens qui pourront s'identifier. Peut-être avant de commencer et de rentrer dans le dur, quelques mots sur qui t'es, la startup que tu as rejoint et ton rôle au sein de cette startup. Yes. Et bah écoute, du coup Maxime, j'ai quasi 25 ans. Je suis ingénieur en intelligence artificielle. J'ai terminé mes études il y a 1 an. Mon parcours, donc ça a été cette école d'ingénieur. Je suis passé par 2 startups en stage. Data Scientist qui est une EdTech, dans laquelle j'étais Data Scientist. Et derrière, je suis entré chez Hawkin, qui est une MedTech, en tant que produit, en tant que PM sur un produit d'AI. Voilà. Derrière, j'ai terminé mes études. Et en fait, dans la foulée de mes études, je me suis lancé dans une entreprise. Une tentative entrepreneuriale qui a pivoté plusieurs fois. C'est passé sur des sujets hyper divers, de la fintech sur de la blockchain à de la legal tech dans ce cadre on s'est rencontrés. T'es allé loin quand même parce que t'avais rejoint un incubateur. Ouais. C'est une tentative, mais t'es allé plus loin que la plupart des gens. Ouais, alors il s'avère que déjà l'environnement aujourd'hui à Paris il est un peu plus mature, j'imagine qu'il y a quelques années. C'est pas si compliqué, mais il y a plusieurs options et il y a beaucoup de moyens d'entrer dans des incubateurs. L'incubateur dans lequel j'étais à l'époque, c'était Plateforme 58, qui est l'incubateur de la Banque Postale, et dans lequel on était rentré grâce à mon associé qui était à HEC à l'époque, et ils avaient un partenariat. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on était rentré là-bas. Une super opportunité parce que tu es accompagné. Et dans lequel on a fait ces 2 premiers projets, donc qui étaient pour le coup un pivot logique, c'est-à-dire on est passé d'une fintech à une legal tech parce qu'on interviewait pas mal d'avocats à ce moment-là. Sachant que c'est un incubateur un peu fintech, donc la legal tech ils ont dû se dire ils nous ont gardé parce qu'on était là, que finalement t'interagis quand même avec des gens disons un peu proches, les compétences sont pas si éloignées que ça. Donc on est resté. À la fin ils nous ont quand même dit au revoir parce qu'on payait pas. Donc là la startup que tu as rejoint c'était d'ailleurs. Alors je suis passé par 2-3 autres trucs derrière cette legal tech. J'ai fait un peu de réno énergétique, je suis passé par Entrepreneur First, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc en novembre 2023 j'ai rejoint donc Guided Energy au moment de la première salve de recrutement quoi. On est rentré à 3 en même temps, 3 tech. Dans une boîte qui avait été créée 8 mois plus tôt, donc en janvier, donc une boîte assez jeune, fondée par 2 gars, un PhD et un autre ingénieur, donc sur un sujet qui est l'opérationnel dans les véhicules électriques. Sujet un peu trendy. L'idée, pour pitcher rapidement, elle est partie d'un constat assez simple. C'est que les acteurs pros qui ont des flottes, donc qui ont beaucoup de véhicules électriques, que ce soit la livraison, le transport commercial, les taxis, n'importe quoi, qui ont beaucoup de véhicules, ils sont passés à l'électrique parce qu'il y a des incitations gouvernementales, morales, économiques, il y en a plein. Sauf que elles sont passées à l'électrique sans prendre en considération la lourdeur, ou en tout cas l'impact opérationnel que ça représente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que passer à l'électrique, en fait, ça a des implications qui n'existent pas dans le thermique. Un véhicule électrique, on le sait tous, ça recharge soit en 15 minutes, mais ça peut monter jusqu'à 8 heures. L'autonomie, elle varie. On entend tout le temps parler de cette angoisse de l'autonomie dans les véhicules électriques. La santé de la batterie, elle se détériore. Il y a moins de documentation. Ça ne se conduit pas exactement pareil. Et donc, pour un particulier, déjà, c'est un problème. Mais alors, pour des business à flux tendu, donc de l'opérationnel, c'est un énorme problème. Et donc, ce que propose Guided Energy, c'est un SaaS. Donc c'est vraiment un pur SaaS qui permet aux flottes de tracer leurs véhicules, de prévoir leurs tâches,
et d'avoir ces petits features-là pour mieux estimer l'autonomie, la santé des véhicules, avoir une meilleure vision d'ensemble et pouvoir permettre les opérations qui étaient plus permises parce que le passage à l'électrique était compliqué. Super clair. Faut que tu pitches à Devisi parce que je trouve que tu as vraiment Ah la oui. plus en tête les enjeux, le contexte, la Ah bah ça, proposition de c'est faire. quand on aime un projet. Et donc voilà, et donc moi j'ai rejoint cette boîte, comme je disais, dans les premiers employés, donc dans les 3 premiers. Les 2 autres étaient software, donc qui est Ok. plus l'ingénieur un peu typique sur un SaaS au début. Hein. Il a vraiment le rôle de maçon qui construit vraiment le produit. Et moi j'ai été recruté sur un job un peu à part, qui diffère, qui était très sexy pour moi à ce moment-là dans la suite en tout cas de mon aventure entrepreneuriale, qui était en fait un rôle entre le produit et la data. En fait, le produit de Gaiden Energy, c'est un produit qui est fondamentalement data, c'est un agrégateur de données. C'est-à-dire toutes les données elles vont sur le SaaS et ensuite le SaaS, il crée des fonctionnalités qui s'incorporent dans les workflows des gens qui ont des flottes. C'est-à-dire on prend les données, on les met sous une certaine forme pour que eux, ils s'en servent pour leur job au quotidien et ça permet de ces opérations. Donc ça fait beaucoup de données qui viennent de beaucoup de sources différentes pour des acteurs qui sont pas du tout data friendly, quoi, qui n'ont pas l'habitude de manipuler ça. Donc il y a déjà un gros play à jouer qui est d'exploiter ces données et leur vendre quasi du service en disant bon bah on a des insights quoi que vous avez jamais exploité. Donc ça c'était le premier pan de mon rôle, exploiter cette tonne de données pour essayer d'en faire quelque chose et de leur montrer qu'il y avait de la valeur, en tout cas il y avait du gain à prendre en termes d'opération. Et le deuxième pan c'était de transformer cette exploration en exploitation, c'est-à-dire de se dire ok, on a des insights qui semblent créer de l'attraction, qui semblent être des choses qui vont leur servir. Bon, on va transformer ces insights en features, en fonctionnalités du produit. Ok. Donc voilà, un rôle hyper exploratoire, très data, très proche du produit parce que finalement l'objectif c'était de voir si ces insights pouvaient devenir des fonctionnalités, prototyper ces fonctionnalités et ensuite en faire quelque chose d'utile en collaboration avec les autres, enfin mes collègues, pour en faire quelque chose qui rentre et s'incorpore parfaitement dans le produit. En fait, t'as un profil plus tech que les autres gens qui sont venus, mais au sein des premiers employés de Guided, t'étais la personne la plus business en termes de Ouais, alors bon, first évidemment, on était tous ingénieurs, donc il n'y avait pas trop. Enfin, personne se décrivait comme business. Ouais, À ok. ce stade-là, on était 5, on est monté à 6, puis 7. Donc un software, puis un BizOps. Ok. Il y a eu aussi un stagiaire entre-temps. Mais donc très ingénieur au départ. Donc tout le monde touche au produit, tout le monde a son mot à dire sur le business. Alors business, ça veut dire quoi? À ce stade-là, ça veut pas dire qu'on fait des sales nous, ça veut dire qu'on décide ensemble, en tout cas on discute ensemble de la direction que prend la boîte, etc. Donc théoriquement, les autres ingénieurs avaient autant leur mot à dire que moi, donc ils étaient aussi business que moi. Le seul truc, c'est que leur rôle en soi était plus à un bas niveau, c'est-à-dire ils construisaient vraiment la plateforme et les fonctionnalités, là où moi j'exploitais les données, ce qui est vu en général effectivement comme un truc un peu plus business. Ok. Disons que j'avais théoriquement un peu un pas d'avance, c'est-à-dire que j'explorais les choses qu'on allait faire ensuite, qui pouvaient créer de la valeur dans le futur. Et t'avais pas de profil genre founder associate ou chief of staff Alors il y avait le stagiaire au début, Ok. et ensuite ça a été un profil plus pérenne, un BizOps normal. Le stagiaire, c'était Youssef. Ouais, c'était Youssef. Ok. Ouais, Très exactement. sympa. Très bon stagiaire. On est rentré rapidement dans Ouais, dans le vif pardon. du sujet. Mais c'est cool, comme ça, les gens vont pouvoir avoir un peu une vue globale de la boîte et de ce que tu faisais dedans. Preneur de plutôt repartir en arrière Ouais. sur. Toi, tu as un profil très entrepreneurial en fait. Tu as monté des boîtes où tu as essayé de Ouais, monter j'ai des essayé. boîtes, tu as rejoint une startup au tout début. C'est pas forcément le chemin classique quand tu as fait ce que tu as fait. Tu vois, tu as fait quoi, Télécom, après Ouais. 2 grosses boîtes qui auraient pu t'amener Bon, dans qui étaient des des startups hein, quand même. Ouais, après, Okin, Bah, on c'est était 100 à réputé. l'époque, 100-150. Ok. Donc ça restait. Mais Elle bon, venait d'être licorne. t'aurais pu, tu vois, prendre le Non, chemin carrément. de gros noms, grosses boîtes Ouais, j'aurais pu rester bien déjà, processées, au moins. quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, preneur de bien comprendre tu vois, ton état d'esprit, tes motivations, et de repartir un petit peu au lycée. Ouais. T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu savais déjà que déjà tu voulais faire de la tech? Est-ce que tu savais que tu allais te diriger vers un parcours un peu entrepreneurial? C'était quoi ton état d'esprit? Et ben écoute, déjà moi au lycée, donc moi j'ai toujours habité à l'étranger. J'étais en lycée en Malaisie. Donc bon, c'est un environnement déjà un peu particulier. J'ai toujours voulu être ingénieur. Enfin, je me souviens pas en tout cas avoir des doutes. Peut-être que j'ai hésité une demi-seconde avec médecine à un moment parce que j'ai une grande sœur qui fait médecine, mais j'ai toujours voulu être ingénieur. Alors pas de direction particulière. J'ai toujours eu de l'affinité avec l'informatique, ça c'est sûr. Ça vient, c'est familial. Quasiment tout le monde est ingénieur dans ma famille.
pas forcément informatique. J'ai hésité aussi avec construire des ponts. Mais bon, bref, c'est de l'ingénierie, quoi. Vraiment, c'était brut. Donc ça, il n'y a pas eu trop d'hésitation à ce sujet. T'as grandi à Paris ou t'étais Non, du tout. J'ai toujours été à l'étranger. Ah oui, c'est vrai, ok. Ah oui, Ouais, donc ouais. expat. Ouais, exactement. Enfin, j'ai passé genre 3 ans en France ou 4 ans en France à un moment. Jusqu'à 18 ans, je suis rentré pour faire mes études. Non, Ok. pour faire prépa. Je suis rentré pour faire prépa. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour l'ingénieur. Donc je savais que j'allais faire prépa. Après, bon, ça, c'est un peu culturel, hein. En France, si t'es dans une famille qui a fait beaucoup de prépa, bah, Forcément, ouais. il n'y avait pas trop de discussion. Enfin, c'est même pas qu'on m'a obligé, c'est que ça faisait partie. Enfin, je voulais faire ça, quoi. En plus, j'avais un état d'esprit un peu compétitif. Donc c'est un peu l'esprit quand même. De venir faire prépa, de venir prouver. Et donc ça veut dire que, enfin, juste pour repartir sur le fait que tu étais à l'étranger, à l'époque, je sais pas si tu avais en France une direction vers la tech pour des gens qui sont au lycée ou autre. Est-ce que toi, tu as ressenti une influence, je sais pas dans quel pays tu étais, mais est-ce que tu as ressenti une influence du fait d'avoir vécu à l'étranger sur, ok, la tech, c'est un environnement qui est cool et je me verrais bien aller dedans, ou c'était pas encore le cas au lycée? Pas la tech. Alors moi, j'avais une affinité de par mon père, mais pas la tech, l'ingénierie, parce qu'il y a beaucoup d'expats qui sont ingénieurs. Ok. Donc l'ingénierie en général, ça c'est sûr. La tech, comme on la connaît, et ce dont on discute maintenant, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Enfin, je suivais, je sais pas, Tesla, des choses comme ça quand j'étais au lycée, quoi, mais pas de la tech, SaaS, quoi. Bon, en même temps, c'était pas mal comme maintenant. Je demande hein, parce que il y avait Mouad qui était venu ici et que tu connais. Ouais. Lui, dès le lycée, il connaissait Y Combinator. Ouais. Genre, il voulait déjà être entrepreneur, tu vois. Ouais, non, mais lui, c'est un passionné. C'est un passionné. Non, du tout. Alors, l'entrepreneuriat en soi, je pense que ça. Enfin, je sais que ça me trottait dans la tête parce que j'aimais beaucoup organiser des trucs, très présent. J'aimerais beaucoup avoir le contrôle d'ailleurs sur les choses que j'organisais. Alors, j'aimais beaucoup prendre l'avis des gens, mais j'aimais bien avoir le contrôle. Donc, ça veut dire tous les trucs un peu classiques de lycée, tu vois, les organisations, pas que de soirées, mais d'événements, l'organisation de concours, etc. Mais je pense qu'il y avait plus que ça parce que même, tu vois, petite anecdote, j'ai déjeuné avec un copain que j'avais pas vu depuis 4-5 ans il y a quelques mois. Et il rigolait parce qu'il me disait, c'est marrant, il y a 5 ans quand on était au lycée, tu me disais, ouais, tu sais quoi, je monte ma boîte et on se retrouve après, on travaillera ensemble. Ok. Tu vois, ça date de la terminale. Donc ça veut dire que c'était un truc qui existait. Il y avait déjà. Je m'en souviens pas bien, c'est pas clair dans ma tête, mais apparemment, c'était déjà un projet. Ok. Voilà, bon après, la prépa et tout, ça permet pas ça. Enfin, ça permet pas ça. Je connais des gens qui l'ont fait, mais... En même temps? Ouais, en même temps. Ouais, en même temps. Pas forcément successful, mais qui tentait des trucs, tu vois. Moi, c'était pas trop mon cas. Mais en école, tu vois, j'ai recommencé à explorer des choses, faire des drafts. Alors moi, j'avais un gros problème, et qui est un problème que j'ai traité aujourd'hui, qui est je finissais pas trop les choses. Les petits projets. Je dois avoir 1000 dossiers prototypes sur mon ordi. Des trucs débiles, tu vois, des trucs... gestion de commandes dans un resto, un truc pour faire des massages quand t'es étudiant, enfin des mini-sites. J'ai dû commencer 1000 fois à apprendre le Java comme langage de programmation quand j'étais au lycée, mais j'allais jamais trop au bout. Tu vois, j'ai jamais mis ma carte bleue sur un Wix pour le déployer. Ok. Tu vois, des trucs comme ça. J'ai fait plein de mini-trucs, mais je suis jamais allé au bout. Ça, c'est un problème que j'ai dû régler l'année dernière, parce que quand j'étais dans l'entrepreneuriat, il a fallu pousser un petit peu, sinon t'avances pas. Mais bref, j'avais quand même ce truc-là, en école aussi, c'est quelque chose qui existait, en tout cas ça me trottait, et tu vois, je savais déjà que j'allais dans les startups, ma césure je l'ai fait que dans les startups, enfin j'ai jamais même envisagé autre chose en réalité, alors que tu vois, c'était pas un truc qui était... Enfin, je connaissais pas toutes les startups au lycée comme moi, mais j'ai pas envisagé autre chose à un seul moment. Hyper clair. Et du coup, si on va directement sur tes expériences au moment de ton école, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était dur de trouver ces stages? Est-ce que tu as galéré ou est-ce que ça a été assez simple pour toi? Comment tu as choisi? Et après, preneur de partir sur plutôt tes expériences entrepreneuriales pour Ouais. voir la transition. Ouais, alors difficile, c'est sûr que non. Moi, je faisais de la data, donc théoriquement, j'étais data scientist en école. Donc ma césure elle était en 2020. Autant dire que 2020 en France, le data scientist, c'était convoité. C'était une ressource recherchée. Donc il y avait beaucoup plus d'offres que maintenant. C'était assez facile. Maintenant, moi, je suis passé par un peu d'autres voies, donc soit par les gens dont on parle. Donc j'avais déjà eu l'occasion de téléphoner, tu vois, à des gens. Alors à moindre échelle que ce qu'il est fait maintenant. Mais je téléphonais à des gens que je connaissais qui étaient dans les startups pour discuter un peu de ce qui existe. Et j'ai trouvé en fait assez rapidement via l'école, tu vois, ma première startup. Et la deuxième, j'ai trouvé via une connaissance de connaissance. Donc tu vois, ça marche.
Je pense que toutes mes expériences, je les ai trouvées comme ça quasi. Sans forcément postuler en fait. Sans postuler. Bah, tu vois, premier stage, j'ai postulé à la fin, mais je connaissais quelqu'un qui était dans la boîte et j'ai postulé via cette personne. Deuxième stage, pareil. Guided, c'est pareil, c'est autour d'un café que je les ai rencontrés, j'ai pas postulé. Enfin, en vrai, tout. Ok. D'ailleurs, c'est plus sympa. Ouais, en fait, je pense que même à l'époque, tu dis qu'il y a eu beaucoup d'offres de data scientist. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que aussi que tu as beaucoup d'offres. Par contre, c'est pas pour ça que tu as beaucoup de gens qui sont pris parce qu'ils cherchent quand même des gens Ouais. assez qualifiés. Et donc souvent, tu as des offres vacantes qui sont jamais vraiment prises par les gens parce que il n'y a pas les talents nécessaires, quoi. Donc c'est plus une question de rareté des talents, plus qu'on va donner n'importe quel taf à un data scientist même s'il n'a pas les qualifications. Ouais, carrément. Mais et donc la deuxième startup c'était Hawkin, la Ouais, première c'était Data Scientist, ça s'appelle. Data Scientist. Qui a fait un exit là, l'année dernière. Ok, ça marche. Et ils ont bien fonctionné, ouais. Eux, ils étaient bons, ils ont fait de la formation en data science et en IA, en B2B, pendant le Covid. Voilà, donc Ouais. ils ont tout éclaté. Un super moment, bon timing, enfin bref. Bravo. Et donc suite à ça, tu finis tes études. Ouais, alors je finis mes études, sachant que pendant mes stages, ça me trottait quand même pas mal dans la tête. Enfin, c'est pas que ça me trottait dans la tête, j'étais pas en mode vas-y, je vais rejoindre un incubateur, mais c'était plutôt j'ai envie de build, j'ai envie de construire un truc, j'ai envie de me former. Et à ce moment-là, il y avait un peu je sais pas, il y avait cette espèce de FOMO blockchain. Tout le monde voulait faire de la blockchain. Bon, c'est plus le cas maintenant, mais. Tous les ingénieurs de France. Ouais. Voilà, tout le monde voulait faire de la blockchain. Donc, moi, j'avais commencé à me former avec des copains. Et donc, derrière, j'ai fait mes études. En école d'ingé, il y a quand même pas mal de bandes passantes, en tout cas dans certains masters. Donc, j'avais le temps. Donc, j'ai fait ça. J'ai cherché des associés, quoi. Pourquoi des associés? Parce que j'avais un petit projet fil rouge qui me plaisait bien. Je me suis dit, bon, je vais chercher du monde avec qui discuter sur ce sujet-là. Et donc, tu vois, on est en 2022, fin d'année 2022, j'ai encore 3 mois d'études. Je rencontre un premier associé qui est avocat, qui lui avait trop envie de travailler dans la blockchain sur la partie finance. On commence à travailler ensemble, on commence à aller à des conférences. Tu le rencontres comment? C'était Je l'ai cherché. LinkedIn? Facebook, j'ai cherché sur des groupes d'étudiants avocats. J'ai mis des messages. Je cherche un avocat qui aime bien la blockchain. Ça marche, hein. Ouais, parce que les avocats, je sais pas s'ils sont. Enfin, maintenant peut-être, mais à l'époque, moi je connaissais des gens qui faisaient des études. Je voulais plutôt quelqu'un de jeune. Parce que je sentais que ça allait mieux fit. Et donc j'ai mis des messages. Et ça a marché. Et on s'est grave bien entendu. Il y avait un peu un mood pirate. Tu vois, on va construire un truc qui va être viral. Je sais pas. Bref. On a fait ça. Et en fait, on a continué. Finalement, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un profil business. Moi j'étais tech produit plutôt, lui il était plutôt expert. Très métier, ouais. Métier, meilleur terme. Et on a eu un profil business. Et à ce moment-là, moi je côtoyais un peu les gens d'XHEC entrepreneurs. Okay. Et donc j'en ai rencontré plein. Et à la fin, on en a trouvé une. Et via elle, en fait, on s'est fait incuber. C'est grâce à elle qu'on s'est fait incuber. Elle aimait bien le projet. Elle a dit les gars, on team up sur ça et on passe à vitesse supérieure, quoi. C'est-à-dire on fait pas un truc background, on tente vraiment d'en faire un projet. Et donc voilà, donc moi j'ai fini mes études, j'ai pas fait de stage de fin d'études. Même avant la fin de mon école, en fait, je passais quasi 70% de mon temps à l'incubateur. Ok. Et donc même quand t'avais... ça c'était le projet Web3 du coup? Ouais, c'était le projet Web3. Ça c'était le projet Web3. Il y a eu combien de temps entre le début du projet et peut-être la fin Ouais, on a commencé en janvier 2023, donc tu vois, il me restait encore 2 mois d'études. Quand je dis on a commencé, j'avais commencé avant en soi en background avec l'avocat, mais on s'y est mis sérieux en passant vraiment beaucoup de temps, en étant à l'incubateur, en étant accompagné, et grâce à elle, on était beaucoup plus structuré dans notre approche sur ce sujet, et donc on a fait 3 mois. Okay. On a fait 3 mois qui auraient pu, à la fin, tu vois, aujourd'hui, être exécuté en 6 semaines, je pense. Mais bon, c'était le début. On était beaucoup moins productifs. Et on découvrait tout un nouveau monde. Parce que nous, avec l'avocat, au début, on l'a joué très ingénieur. C'est-à-dire, on construisait un truc. Et on se demandait si c'était cool. On ne demandait pas à grand monde si c'était cool. Okay. C'était vous qui... Ouais, on trouvait cool ou pas cool. et on faisait des conférences. Bref, que des trucs qui servent pas tellement, qui sont très drôles, mais qui servent pas tellement. Quand notre associée est arrivée, elle a pris le taureau par les cornes et on a commencé à faire les choses un peu mieux, un peu plus scolairement. Et en vrai, ça marche mieux. On a fait des calls, on a appelé les gens qui pouvaient être potentiellement des clients, enfin en tout cas des gens de ce monde-là. À cette époque-là, le projet c'était de tokeniser l'equity des startups pour la rendre plus liquide. Pour les changer, etc. On pensait que la brique blockchain allait aider ça.
Et donc voilà, on a fait cette exploration, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de marché. Enfin, en tout cas, on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de marché. Et en fait, on discutait avec pas mal d'avocats à ce moment-là et on a bifurqué sur un sujet légal avec l'avocat. Notre associé business a quitté le projet. Et nous, à deux, on est parti sur le sujet legal. Sur lequel on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, en fait, on est en avril. Ça fait 4 mois que ChatGPT est sorti. Tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait, tu peux très bien faire une surcouche de ChatGPT en 4 secondes et faire des tools super, super performants, quoi. Et donc, nous, on a fait ça. On a fait une boîte à outils legal pour explorer plein de use cases en même temps. Un peu en mode I love PDF. On a fait plein de use cases, du drafting, de la recherche sémantique, etc. On a exploré ça en regardant ce qui marchait à deux. Et donc ça, c'était déjà plus concret que le truc d'avant parce qu'on a eu de la traction auprès des étudiants, etc. C'est un projet qui existe toujours, qui marche très bien. Mon associé est toujours dessus. Donc c'était plus sur le persona étudiant et pas sur le persona genre avocat. Alors, on explorait les deux. On explorait les deux. Juste l'étudiant, il est plus facile. Enfin, libéraux et étudiants, c'est plus facile parce que tu mets un site sur Internet, tu le factures ridiculement bas parce que c'est pas très cher en vrai, l'API OpenAI. Et avec eux, tu testes très vite, des itérations très courtes. Et moi, en parallèle, je regardais comment on pouvait faire des trucs un peu plus costauds pour les cabinets. Donc, les cabinets, c'est des cycles de vente beaucoup plus longs. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de souveraineté. Enfin, il y a des problématiques qu'ils ont que les autres n'ont pas, mais les use cases sont les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on explorait les deux en même temps. Et d'ailleurs, c'est un peu sur ça que ça a divergé parce que moi, à la fin, je me rendais compte que les cabinets, ça allait être très difficile. Ils mettaient beaucoup de temps et de jeunes comme nous, on n'était pas les acteurs qui convainquaient le plus. Sachant que tu en avais beaucoup, forcément, c'est un métier qui fait directement sens pour la GenAI. Ouais, complètement. Tu avais pas mal d'acteurs qui commençaient à venir. Exactement, il y avait d'autres gens. Il y en a qui ont super bien réussi. Là, tu as Jiminy qui s'en sort trop bien. Et en plus, c'est les acteurs, c'est un peu bizarre. Un cabinet d'avocats, c'est un peu préhistorique. Il y a une structure pyramidale, tu comprends jamais trop qui est décisionnaire. Il y a des partenaires responsables de ça, des partenaires responsables de ça. Il y a un chargé de l'innovation que personne n'écoute vraiment. Bref, c'est difficile de naviguer là-dedans. Et donc, on a divergé sur ça. On s'est arrêté en juillet. Lui a continué. Moi, j'ai arrêté parce que déjà les rôles n'étaient pas clairs. Tu vois, un expert métier dans une boîte où t'es deux, moi, ça me laisse un rôle soit de CEO, mais il n'y a plus de CTO, soit de CTO, mais il faut que j'ai 100% confiance en la capacité d'être CEO. Donc on a divergé. De toute manière, lui a continué sur le truc étudiants libéraux qui tourne toujours, ça fonctionne. Et moi j'ai arrêté parce que je sentais que c'était pas la direction que j'avais envie de prendre. Donc ça a duré combien de temps cette 3 mois. Donc tu vois, premier projet janvier-avril, deuxième projet avril-juillet. Ouais, donc 6 mois à fond, sur un projet qui en soi c'est quand même beaucoup parce que tu travaillais énormément, je suppose. T'as pas forcément. Alors pas aussi efficacement que. Pas de temps que ça. En fait, disons que sur les 6 mois, c'était de plus en plus rapide. Plus on avançait, plus on savait ce qu'il fallait faire pour avancer vite. Mais tu vois, c'était une phrase d'apprentissage pour moi. Aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais ça, le premier qu'on a fait en 3 mois, franchement, aujourd'hui, de par les apprentissages que j'ai de l'année dernière, de par mon expérience chez Guided, c'est un truc que je pourrais faire en 5 semaines. Invalider ce qu'on a invalidé en 3 mois, on aurait pu le faire plus vite. Donc voilà. Toi à l'époque, tu étais vraiment dans l'état d'esprit de créer une boîte qui va marcher et tout, et avec toutes les implications derrière de être tout le temps dans un tunnel constant, penser tout le temps à ta boîte, faire des sacrifices, ou c'était pas forcément ton état d'esprit? Pas exactement compte. Alors tu y penses parce que tu te dis, tu le sais que c'est un peu ça le jeu, tu penses que ça va être comme ça, mais il y a une différence entre le penser, le savoir de loin, et réellement être impliqué et savoir que tu es d'accord avec vivre cette vie-là derrière. À ce moment-là, pour moi, c'était super cool, mais c'était pas loin d'être un hobby, tu vois. Un hobby chouette, un hobby pour lequel tu te donnes, mais un hobby. Et ça l'est resté, c'est en partie la raison pour laquelle je pense qu'il faut que je gagne un peu en maturité avant de revenir. Mais bon, t'apprends au fur et à mesure à être plus efficace, même si t'es peut-être pas aussi impliqué que des mecs super passionnés, mais en fait t'apprends à être efficace, t'apprends à te donner, t'apprends à comprendre ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, tu finis ce projet, et en fait c'est pas tout de suite que tu rejoins Guided parce que tu passes par non, et par la réno. Non, en fait on est en juillet, moi je fais un peu de freelance, j'ai encore un peu d'argent. En vrai, je suis pas encore cramé, j'ai encore la dalle et j'ai pas du tout envie de rejoindre une boîte, j'ai kiffé mes expériences.
Donc je pars à la recherche de personnes qui ont des projets. Donc je prends des cafés. À ce moment-là, j'étais à Station F et je prends du café avec des gens, dont Mouad, que tu as vu la dernière fois, qui était lui avec un associé sur un sujet de réno énergétique et qui avait besoin de quelqu'un en IA, en data. Donc écoute, moi j'avais d'autres discussions en cours et en fait, leur projet était canon. C'était sur de la modélisation de la rénovation énergétique pour les particuliers pour pouvoir financer la rénovation énergétique. On va pas rentrer dans trop de détails, mais bref, il y avait de la tech et on a exploré ça de mi-août à fin septembre et il y a eu un peu un pivot sur le projet parce que techniquement c'était super dur. D'ailleurs, il n'y a personne qui le fait, ce qui est un peu un red flag en général. Tout le monde aime mais personne ne le fait, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être faisable un jour, mais bon, pour nous, on s'est rendu compte que c'était trop dur. Hyper intéressant parce que la réno, c'est un sujet hyper à jour. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de... concret aussi. Ouais. Je pense que... C'est tangible. Tu as l'impression d'avoir une... Enfin, en tout cas, tu as une mission qui est chouette. Et techniquement, c'est intéressant. Et c'est très data. Sur certains aspects. Donc voilà, donc on a fait ça. On s'est arrêté assez vite, tu vois. Parce que quand je te disais qu'on a invalidé en 6 semaines, là, on l'a invalidé en 4 semaines, 5 semaines. Donc beaucoup plus efficace. Parce que parler avec beaucoup plus de monde, je sais pas, je me suis retrouvé au salon de la rénovation énergétique, j'ai rencontré des rénovateurs, enfin bref, discussion avec beaucoup plus d'acteurs très rapidement et pour invalider les théories, pour pivoter rapidement. Voilà, donc tu vois déjà des apprentissages qui ont été mis en application. Et derrière, donc moi j'ai fait Entrepreneur First juste après ça, j'avais ça en tête. C'est peut-être pas le meilleur timing parce que ça faisait 7 mois que je faisais ou 8 mois que je faisais l'entrepreneuriat. Franchement, j'étais déjà un peu fatigué, j'avais changé pas mal de fois de projet, mais c'était quand même une super expérience. Je te pitch Entrepreneur First rapidement. Moi je connais, mais pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un startup studio, mais très très early. Leur thèse, c'est de dire on va recruter des profils directement, on les met en batch de 40 personnes par exemple, et on va pendant 3 mois les mettre ensemble, les cadrer un petit peu pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent des équipes, qu'ils essaient de monter des projets. Si à la fin des 3 mois ils ont un projet, ils nous le pitchent. Si on l'aime bien, on investit contre une certaine part. Sachant que t'avais quand même encore t'avais pas mal la dalle parce que de ce que je comprends, c'est assez intense. Ouais, c'est intense. Et toi, tu sortais de 8 mois. C'est pour ça que je te dis que sur le coup, je le savais pas, mais c'était pas le meilleur timing. Parce que c'est hyper intense. C'est intense parce que c'est exactement ce que je disais. Ce que tu faisais en 3 mois, là, faut pas le faire en 6 semaines, faut le faire en 2. Parce que tu dois changer très vite, te rendre compte très vite si ça sert à quelque chose pour qu'au bout des 3 mois, tu aies quelque chose à présenter. Sur lequel tu es convaincu. Et eux, ils te poussent vraiment. Ils te laissent. Non, ils poussent. Ils poussent. Tu peux te trouver que c'est un peu poussé fort, mais en vrai, quand tu joues le jeu, ça permet d'aller très vite et ça permet de pas perdre de temps. Et c'est un peu énervant de perdre du temps. Tu vois, moi, j'ai pas envie de refaire les 3 mois que j'ai fait alors que j'aurais pu l'invalider en 5 semaines. Comment ils font pour. C'est marrant, j'en ai jamais discuté avec eux, mais je me demande comment ils font pour vous pousser. C'est des réunions. Déjà, ils te le répètent. Quand tu parles à un nombre de gens, tu parles à un nombre de gens, tu parles à un nombre de gens. Tu les vois très régulièrement. Et puis, tu sais pas, t'es obligé, comme tu les vois régulièrement. Oui, t'as l'impression de montrer que t'as avancé. Ouais, voilà. En fait, t'es là pour ça. Donc, si tu veux pas faire ça, tu pars, quoi. Toi, t'avais rejoint le programme Graduate ou c'était... Graduate. Donc, c'est un nouveau programme pour les sorties d'école. Donc voilà, moi j'ai fait 2 mois, 1 mois et demi là-bas. J'ai exploré plein d'équipes. C'était super marrant parce que c'était complètement la cristallisation de mon année. C'était vraiment, prends tout ce que t'as fait, essaie de le transférer en des learning, essaie de les appliquer à vitesse x10. Donc trop bien, tu vois, les interviews, savoir où chercher, savoir comment comment trouver les personnes, comment apprendre des échanges que tu as, comment pivoter, comment faire une équipe, enfin bref, c'était vraiment top pour moi parce que ça a vraiment décuplé la valeur de mon année. Parce que j'ai pris cette expérience, je les ai transformées en quelque chose de très tangible via les discussions que j'avais. Et donc à la fin, je savais ce que j'avais appris, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait ça 6 semaines. À la fin, j'étais un peu cramé. Et là, ça a un peu divergé. Je suis parti avec Mouad pour livrer de la nourriture à domicile. T'étais sur son projet Ouais, on l'a fait ensemble. Okay, on l'a fait ensemble. Il a continué un peu après moi, mais on a commencé ensemble ce truc-là. On livrait de la nourriture à domicile, ouais. Bon, ça c'est le truc. Je sais, il m'a livré. Ouais, voilà. Et écoute, ce truc-là, c'était fait pour me tuer. Du B2C, dans livraison de nourriture. Enfin bref, le truc, limite j'ai fait exprès pour me tuer. Et en fait, voilà, on est en novembre, j'ai plus d'argent, j'ai fait ça. Je vois bien que là, il y a plus de.
j'ai plus trop de missions. La livraison de nourriture, c'était marrant, mais ça répondait à rien qui me transcendait. Donc là, je vois que je suis pas non plus... j'ai plus la flamme quoi, pour le 0 à 1. Donc tu dis, je vais pas rejoindre un gros, je rejoins une startup de 2 fondeurs et aucun Ouais, employé. alors bon déjà, eux, ils m'avaient démarché à ce moment-là. J'ai jamais cherché un job en fait à ce moment-là. Juste ils m'ont démarché. Ils étaient à Station F, donc on s'est rencontrés plusieurs fois. On a déjeuné ensemble. Au début, je leur avais dit que j'étais pas intéressé parce que j'étais en train de livrer de la nourriture à vélo et évidemment, ça allait super bien marcher. Et donc j'étais pas intéressé, mais j'avais graffité et donc vas-y, je les ai vus. En fait, le process s'est fait plutôt naturellement sur que des étapes où je disais que j'étais pas intéressé, pour qu'au final je décide que je suis intéressé et je rejoins 2 semaines après. Donc ça allait très vite. Voilà. Attends, 2 semaines après leur. Après que j'arrête la nourriture. Ok, d'accord. Ils avaient déjà levé et tout ou Ouais, ils ont levé pendant l'été. Ok. Ouais. Ah oui, Ils avaient déjà levé. Ah ouais, non. Je pense que c'est un des facteurs qui m'a donné un peu confiance en le projet quand même. Ouais, parce qu'ils sont back par Sequoia. Ouais, ils sont back par Sequoia, c'est quand même canon. Ouais. Mais tu Ouais. t'es pas dit, enfin, peut-être que t'étais un peu naïf en te disant, ok, ça va pas être dur, parce qu'en fait, c'est une boîte qui avait pas de clients. Et toi, tu sortais de 9 mois où t'étais un petit peu cramé parce que t'avais fait plein d'expériences entrepreneuriales et au final, c'est tout comme, tu vois. Sauf Ouais, que t'as moins d'equity dans l'histoire, mais. T'as moins d'equity. Il y a plus que moins d'equity, t'as aussi moins quand même. Alors tu vas être hyper impliqué, etc. Mais à la fin de la journée, tu t'arrêtes d'y penser. Ok. Et ça, c'est game changer. Ouais, Je peux te dire que moi, en novembre, octobre-novembre, j'étais fatigué. J'y pensais tout le temps à mes projets et c'était un peu l'enfer. Samedi, dimanche, tu vois, j'arrivais pas à décrocher. Et je pense que ça, c'est ce que doit endosser un founder. Alors, okay. Ceux qui sont très bons le font sainement. Mais quand tu es early employee, t'as beau y penser parce que t'as des idées, t'as envie de les proposer, on attend de toi que tu sois force de proposition. Ouais. Mais quand tu fermes l'ordi, tu peux fermer l'ordi, quoi. Et ça change en vrai. Enfin, j'étais pas là pour me planquer, tu vois. J'ai quand même envie de ces sensations-là. Donc pour moi, c'était nickel en fait. C'était la continuité sans le poids trop lourd à ce moment-là de devoir lancer un projet. Okay. Donc je savais qu'ils avaient pas trop de clients. Je savais que c'était très très jeune, mais c'est ce que je cherchais, quoi. Okay. Donc c'était parfait pour moi. Franchement, belle continuité. J'étais satisfait. Ok, top. Et donc, Voilà. t'arrives chez Guided. C'est quoi les challenges pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce que t'as bien aimé dans l'expérience pour que les gens puissent se projeter Carrément. Bon, première chose, moi, je suis sorti donc de un peu d'études et 9 mois d'entrepreneuriat. Y a un truc que tu fais pas des masses en entrepreneuriat, c'est travailler avec une équipe, quoi. Tu travailles soit tout seul, soit avec tes co-founders, mais la relation co-founder est pas la même que la relation avec des collègues. Co-founder, t'es sur ton sujet et tu traces. Ouais, et puis t'es un peu tout le monde. Enfin, tu te partages, mais tu sais, c'est du partage constant, quoi. T'es autour d'une table, tiens, regarde, il m'a répondu, tiens, on se fait un appel dans 5 minutes, est-ce que t'es dispo? C'est pas la même chose entre collègues, tu vas pas déranger quelqu'un toutes les 3 secondes parce que t'as réussi à faire une ligne de code, quoi. Donc c'est pas pareil, mais il faut trouver l'équilibre entre ne pas trop demander, parce que ça intéresse pas tout le monde de voir toute ta vie, toute ta journée, mais à la fois demander. Moi, c'est plutôt le deuxième où je pêchais. C'est-à-dire que t'as l'habitude de te démerder, quoi. Et là, t'es quand même dans une équipe. Donc, il y a des choses sur lesquelles t'es moins compétent et il faut demander de l'aide. Pas trop, mais il faut demander de l'aide. Et donc, ça, moi, il a fallu que je travaille sur ça énormément au départ. Communiquer. Je sais pas, t'as des tâches. Dans une boîte aussi jeune, on explore beaucoup de choses. Et quand on explore des choses, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la boîte qui a la réponse à cette chose-là. C'est-à-dire que personne ne sait exactement où ça va. Et donc, quand on te donne le rôle, enfin la responsabilité de cette exploration, faut aussi qu'une partie de ta responsabilité, ce soit de dire si c'est pas faisable, ou s'il y a une partie qui est pas faisable, ou de faire pivoter cette exploration. Et quand t'as passé un peu trop de temps un peu en solo, toi tu te dis, ok, on m'a dit de faire ça, je vais le faire. Voilà, c'est tout, je vais le faire. Et puis si j'y arrive pas, c'est que je dois être une quiche. Et ça, c'est pas un bon mindset, parce qu'une partie de ta responsabilité, c'est de demander si c'est faisable, ou en tout cas de diviser en toutes petites tâches, demander aux bonnes personnes si les petites tâches correspondent à ce qui peut être attendu de la boîte, voir qui est le meilleur sur chaque tâche, enfin bref, faire un travail d'équipe, quoi. Et donc au début, moi, un des gros problèmes, c'était ça. Je communiquais pas assez sur mes tâches, sur comment éclaircir mes avancements, comment bien que tout le monde soit au courant de comment j'avance, quelles sont les difficultés, pour que les difficultés qui sont celles de la tâche ne deviennent pas des difficultés qui semblent être les miennes. Il y a des choses qui sont pas faisables et c'est pas grave, on explore,
Mais si tu veux te sentir bien, bah, faut bien que tout soit déclaré, que tout Toi, le monde soit au clair. t'étais dans l'état d'esprit un peu bulldozer. Ouais, et puis tu sais, j'avais exécute. pas bossé, donc et puis je suis quand même junior, Ouais. donc voilà, il y a cette idée, bah je vais le faire quoi. Voilà, et en fait c'est un peu toxique ça, parce que bah on sait pas ce qui est attendu en soi. Ouais, ok. Très clair. Donc voilà, donc premier point, travail d'équipe est très clair, et comme je dis, ça c'est un de mes collègues qui me l'avait dit, attention, c'est pas parce qu'il y a des difficultés dans une tâche que tu as à faire que c'est censé être tes difficultés. Ta Ouais. tâche, c'est justement de te rendre compte de ces difficultés, de les partager et qu'on voit comment on les traite. Ok. Donc ça c'est vraiment super important. Et après, donc ça c'est plutôt pour le travail d'équipe. Et après, bah, quand tu arrives, il faut avoir en tête que dans une boîte aussi jeune, bah, il y a la notion d'ownership. Après, ça c'est un terme connu, tu vois. Hmm. C'est très jeune, on était pré-product market fit, toujours cette idée d'exploration. Et donc, à la fois, tu vas être responsable de certaines tâches. Et quand je dis tâches, c'est des pans quoi, complets. Tu vois, moi je te disais exploration des données, exploitation. Bah, ça veut dire que tout ce qui est exploration, c'est moi qui dois être moteur quoi. Alors moteur, parfois en collaboration, mais il faut être moteur. Faut être moteur, il faut trouver des nouvelles idées, faut déclarer les échecs, enfin, t'es responsable de ça et du passage de l'exploration à l'exploitation dans mon cas. Donc c'est pareil, cette notion de responsabilité, elle est à la fois t'es responsable de tes sujets, mais t'es aussi responsable des sujets qui arrivent derrière tes propres sujets parce que c'est la continuation. Et ça, t'arrives à. Enfin, C'est dur. ouais, parce que tu vois, tu disais que euh, à la fin de la journée, quand tu fermes ton ordi, tu penses plus forcément. Est-ce que c'est vraiment le cas dans les faits? Non, c'est pas le cas dans les faits, mais ce qui est le cas, c'est que tu l'as moins, quoi. T'as moins de responsabilité sur la boîte si ça fail ou Voilà, quoi. Ouais. donc voilà. Mais par contre, tu penses, hein, ouais, franchement, ça a été. Parfois, c'est un peu anxiogène. Ouais. Et c'est le jeu. Mais mais, mais tu parfois, signes pour ça, ouais. voilà, c'est le jeu. Alors, tu peux ce que je t'ai dit par exemple sur les difficultés, tu peux le rendre moins anxiogène en étant très clair où est-ce que tu en es, quelles sont tes difficultés. Puis si au bout d'un moment tu te rends compte que bah, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais pour te rendre compte que c'est pas pour toi, bah, faut pas garder à l'intérieur, faut en parler. Ouais. Okay. Donc par contre, oui, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai des jours où j'étais vraiment, bah, j'ai pas trop d'idées quoi. Où est-ce qu'on va? En plus, à ce stade-là, ce qui en général, enfin en tout cas de mon avis, ce qui nourrit les idées, c'est l'utilisation. Soit l'utilisation par des prospects, ou en tout cas des retours que tu as de l'exploration de nouveaux prospects, soit des clients actuels. Okay. Donc voilà, et quand tu as des zones de trous sur ça, ce qui arrive, tu vois, nous on faisait du B2B, donc il n'y avait pas des 1000 calls tous les jours de flotte qui nous donnaient des retours. Et bah là, bah faut. Donc quand tu as des retours, c'est top. C'est top, t'as un mec qui t'a dit un truc, ouais, ah ouais, on aime bien ça, mais est-ce que vous l'avez pour cette situation-là? Bon, bah ça c'est nickel, t'as à bouffer pour 5 jours, tu ponces le truc, okay. t'as ce qu'il faut. Quand c'est pas le cas, bah faut trouver des trucs, parce que ce qui fait qu'une boîte avance à ce stade-là, c'est aussi la motricité de l'équipe. C'est que l'équipe fait avancer un truc que personne tire, parce que bah t'as pas énormément de clients, parce qu'il faut arriver au product market fit, qui est le moment où les gens vont tirer dessus. Mais avant, bah, il y a l'équipe. Et l'équipe, elle doit créer cette motricité. Et en tant que membre de cette toute petite équipe du début, bah, on attend de toi que tu crées cette motricité. Okay. Et donc, il faut avoir des idées, quoi. Et ça, c'est un peu dur parfois, parce que comme t'as pas trop de retours... faut avoir des idées pour rentrer en contact avec les prospects ou non, pour que, sans forcément pour que soit les prospects que t'as actuellement, soit les clients que t'as actuellement, aient des nouvelles choses à manger pour te rendre compte s'ils aiment les nouvelles choses. Parce que comme tu n'as pas de nouvelles interactions, tu n'as pas de nouveaux insights, donc il faut créer ces nouveaux insights via les interlocuteurs que tu as déjà. Ça, c'est une phase tellement... Enfin, tu vois, on a souvent l'habitude de dire, voilà, la personne qui était 10, 15e, 20e employé de DataIQ, elle est arrivée au tout début. En fait, ceux qui arrivent vraiment au tout début, bah... Enfin, j'ai l'impression que la phase la plus compliquée, c'est cette phase entre 1 et 10 employés où t'as pas forcément trop d'users et tu dois être archi créatif dans ta façon de confectionner le produit, quoi. Bah, je pense que ça dépend des projets. Tu vois, j'ai vu des boîtes où ils avaient, tu vois, très rapidement, ils avaient une super traction, donc plein d'interviews. Et là, t'as plein de trucs à faire, quoi. Il y en a qui sont sous l'eau de tâches. Nous, en soi, on était sous l'eau de tâches, mais de tâches que nous, on décidait de faire avancer parce qu'on voulait créer ce moment de traction. Donc ça, c'est dur. C'est dur, c'est un super exercice, hein, parce que tu es amené à, tu vois, notre produit, la vitesse à laquelle il évoluait, c'est indécent. Tu vois, tu prends une plateforme SaaS, bah, tous les onglets ils changeaient tout le temps, etc. Alors de façon cohérente, ça s'améliorait, mais parce qu'on était toujours dans ces itérations archi rapides et de tester des nouvelles façons pour que le user il reste sur le produit, clique sur un onglet sur lequel on veut qu'il clique parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités et des choses comme ça. Et donc ça marche par des itérations hyper rapides, que tout le monde soit force de proposition et que quand tu as une proposition, tu la testes hyper rapidement. Donc ça peut être une image, une slide,
je sais pas, un prototype tout simple. Ok. Donc ça c'est important. Tu vois, un des trucs que je faisais pas si bien au début, c'était de diviser les tâches en sous-tâches. Mais déjà que les perspectives, enfin c'est à la semaine que tu tournes. La vision à 2 mois, c'est loin. 2 mois, c'est très très loin. Alors tu as la vision très long terme, qui est une vision de gros dalleux, on va envahir le monde, et ça c'est cool. Tu as la vision moyen terme, qui est moyen terme, on va atteindre ça, on sera le client pour ces gens-là, etc. Mais c'est pas très concret. Sinon, c'est à la semaine. Ouais. Et ensemble. C'est un sprint commun à la semaine. Mais en fait, à la semaine, c'est déjà trop long. Parce que si tu as passé une semaine à faire quelque chose et qu'à la fin de la semaine, tu te rends compte que ça sert à rien, bah, tu as perdu une semaine. Et une semaine, c'est trop. Quand ta perspective, c'est la semaine. Et donc, pour éviter ça, tu divises ta semaine en jours, voire en demi-jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une tâche, donc tu t'es dit, tiens, je vais explorer ça. Moi, dans mon cas, j'ai une nouvelle idée. Je pense que je vais faire de l'inférence sur l'autonomie ou des choses comme ça d'un véhicule. Donc, prédire l'autonomie pour un jour donné. Et il faut que dans la journée, j'ai pas le truc, mais que dans la journée, par exemple, j'ai défini ce que j'attends de ça. Et que j'ai montré qu'effectivement, je sais pas, j'ai un graphe qui montre qu'effectivement l'autonomie varie de jour en jour. Tu vois, ça c'est un premier truc. Et à la fin de la journée, comme ça, tu dis, bon, il y a un truc intéressant. On va faire un jour 2 dessus. Et le jour 2, pareil. Tu te dis, je vais faire une version débile. Genre, je vais pas rentrer dans les détails, mais des versions prototypées avec l'approche algorithmique la plus simple pour montrer, pas que c'est parfait, mais qu'effectivement, quand tu utilises un truc assez simple, tu gagnes un peu en performance. Et là, tu te dis, bon, pas mal, je passe à la suite. Et en fait, comme ça, tu te retrouves jamais dans une situation où à la fin de la journée, tu sais pas si ça a servi. Okay. Parce que ça, c'est le pire sentiment. Tu sais pas si ça a servi, t'as avancé, mais en fait, avancer, si ça sert pas, c'est pas un vrai avancé. Et donc, tu divises ta tâche en sous-tâches qui sont à échelle très, 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 très proche. C'est super intéressant. Franchement, c'est un retour d'expérience vraiment différent des gens plus business, qui eux sont largement plus dans des tâches sur lesquelles tu peux avoir des batailles gagnées assez rapides, tu vois. Parce que c'est de la production de contenu, c'est faire en sorte que la brand de la startup soit attirante pour les clients. Je pense qu'il y a pas mal d'interviews utilisateurs aussi, mais c'est beaucoup moins dans les aspects très tech. Sur lesquels tu peux avoir des roadmaps pour une semaine et au final te rendre compte que tout ce que tu as fait ça servira à rien. Ouais, ça tourne. Eux c'est beaucoup moins ce type de retour. C'est possible. Tu vois, nous on n'avait pas trop de profil tech, profil business. Ouais. Jusqu'à je sais pas, 5 mois après j'arrive, 6 mois après j'arrive. Okay. Après il y a des sujets plus concrets en tech, tu vois, il faut régler des soucis quand il y a des clients qui ont un problème, des bugs ou des demandes explicites, mais ça représente clairement pas la majorité du temps, quoi. Hyper clair. Donc sur Guided, là tu as parlé un peu des challenges, preneur de comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui avec Guided, est-ce que tu es toujours dans la boîte ou pas, et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté forcément, et un peu tes prochaines étapes, Yes, ce que tu recherches. Carrément. Et écoute, donc moi je quitte Guided. La raison, elle va complètement dans le sens de ce que j'ai dit là. À ce stade de boîte, donc tu es très peu nombreux. Moi j'avais un rôle annexe, un rôle particulier qui n'est pas un rôle très souvent existant dans des boîtes SaaS. En général, tu as des software ingénieurs, donc des gens qui construisent le produit. Les ingénieurs data de l'impression que j'ai, sont plus généralement présents aussi jeunes dans des boîtes fondamentalement data, genre des boîtes IA, quasi du service, ou des boîtes qui développent des modèles. Eux recrutent des data dès le début. Des boîtes SaaS, en général, elles cherchent des devs. Donc moi, c'était c'était une sorte de pari, c'était de dire, on est sur une boîte qui a un play data, on va voir si les clients aujourd'hui, ils attendent ce genre de choses. Ils attendent ces features un peu abstraites, ces nouveaux, cette quête de performance. Il s'avère qu'aujourd'hui, les flottes sont des acteurs un peu old school qui n'ont pas accès à la donnée de base. Donc quand on leur donne accès à la donnée, c'est déjà un gain de fou. Et donc la plus-value de Guided, elle est, dans un premier temps en tout cas, vraiment de réunir des données auxquelles ils n'avaient pas accès, de les mettre toutes ensemble, proprement, accessibles et qui s'intègrent dans les workflows des gens. Et donc mon rôle qui était un peu plus abstrait, qui est de créer des modèles qui ont gagné en performance, qui est de donner des insights sur des aspects un peu plus niche, en tout cas plus fin de l'opération, à ce stade de la boîte, donc pré-product market fit, c'est pas ça qui va permettre d'atteindre le product market fit. Et le seul objectif d'une boîte à ce stade-là,
c'est d'atteindre le product market fit. Et tu peux pas te permettre d'avoir des employés qui t'amènent pas dans cette direction. Alors moi j'amène, mais dans une voie un peu particulière, mais en tout cas qui amènent pas directement. Mon rôle aura plus de raison d'être post ça, quand ça va scale, et que les flottes iront chercher ces gains-là qui va représenter beaucoup, mais c'est pas ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Okay. Et donc mon rôle progressivement a disparu au profit d'un rôle plus de dev, donc comme je disais, qui est un rôle plus attendu, data engineer, quelque chose comme ça, qui est quelque chose que je recherche moins. Moi j'aimais beaucoup cette casquette plus produit, exploration, prototypage, tu vois, quelque chose qui est pas si loin du service. Et donc voilà, donc moi je quitte la boîte, qui va donc avoir pour le coup pour des techs que du dev ou du data engineer, qui vont permettre d'avoir des meilleures intégrations, qui vont permettre d'aller chercher des clients, qui vont permettre d'aller chercher le PMF, qui vont permettre d'aller chercher la série A. Donc là tu vas plus dans une optique de boîte post product market fit ou... Alors j'explore deux choses aujourd'hui, à la fois ce que je t'ai décrit qui sont les boîtes pré-product market fit mais fondamentalement data. Y en a. C'est des boîtes. T'as des exemples de... Ouais, carrément. Tu regardes, je sais pas, celles qui ont fait un peu de bruit récemment. Je sais pas, tu connais Dust? Ouais. Eux, tu vois, ils ont un pur produit data, quoi. Leur produit, c'est du knowledge management avec un modèle d'IA. C'est pas vraiment du SaaS. C'est un peu différent. Et donc, eux, ils ont pas mal de profils data à ce stade. Ou solution architect, ils appellent ça. Mais c'est des profils qui ressemblent plus à moi. Ils ont une trajectoire plus... un peu plus service, ils vont accompagner les clients dans l'intégration de ce produit IA. Donc c'est plus des choses comme ça. Donc c'est des boîtes très jeunes mais qui sont tellement IA, ou des boîtes de medtech, tu vois, qui ont des modèles qui vont permettre, en fait, dont atteindre le PMF, c'est prouver que leur technologie va fonctionner, c'est pas intégré chez les gens. Et donc ça, ils vont aller chercher des data scientists, etc. Donc j'explore ce pan-là, c'est-à-dire je rencontre des fondateurs pour comprendre si mon rôle a un sens à ce stade pour eux, et si moi c'est quelque chose qui me plaît. Tu les contactes directement? Ouais, alors c'est un petit monde, hein. J'ai fait 1 an l'année dernière d'entrepreneuriat, donc là le sport, il y avait une partie du sport qui était les cafés, et donc j'ai réactivé ça. Et ça va très vite, hein. Les gens sont super sympas, on te présente très rapidement, il n'y a vraiment pas de barrière, tu vois, je suis un peu junior mais il n'y a pas de barrière. Tu dois quand même, tu dois te prendre la tête sur les messages, je suppose, à envoyer ou autre. C'est pas, tu leur envoies pas juste un message. Non, je suis pas grossier, quoi. Mais j'envoie un message sur LinkedIn. En général, post intro, intro. Okay. J'ai fait du sans intro, mais ça marche moins bien. L'intro, ça marche bien, et en plus, franchement, tu trouves toujours quelqu'un en commun. En plus, ça réactive quelqu'un dans le réseau. Les gens, ils aiment bien être la personne qui intro parce que eux, ça leur fait vivre leur réseau. Ouais. Donc ça marche bien et ça permet de prendre des cafés. Et sinon, je vise un autre créneau de boîte qui sont les boîtes à peine plus vieilles. Je sais pas, 20-30 personnes, enfin la taille compte pas, mais un stade post-PMF qui, elles, vont jouer un play produit. Ils ont besoin de personnes produits, plus exploration, plus proche business avec une aptitude tech forte. Hein, mais eux, leur but, c'est de savoir, ok, maintenant qu'on a quelque chose qui est intégré, comment on va pouvoir jouer de cette tech, de l'IA, de la data, pour aller chercher encore plus de clients, pour améliorer l'expérience, pour améliorer le produit. Okay. Donc quelque chose qui me correspond probablement un peu plus. Donc j'explore ces deux choses-là. C'est quelque chose que je ne m'étais pas du tout posé la question en entrant chez Guided. Chez Guided, je suis rentré parce que le marché était canon. Moi, j'ai passé 8 mois à chercher des marchés. En tout cas, on me disait, faut trouver un marché hyper grand. Là, le use case que je vous ai décrit, qui est celui qu'attaque Guided, il est hyper clair, quoi. Il y a un marché de malade. Donc déjà, ça voulait dire une boîte qui peut fonctionner, en tout cas il y a un marché qui permet qu'elle fonctionne, et deux founders qui déjà avaient réussi à lever auprès d'un top tier fonds, et en plus avec une vraie ambition. Tu vois, je te disais le long terme, c'est costaud, et ça il y a besoin, parce que quand tu arrives au début, il faut les étoiles, quoi, dans les yeux. En tout cas pour moi, il fallait ça, et il l'avait. Donc voilà, mais je m'étais pas tellement posé la question de la légitimité de mon rôle. J'avais pas trop regardé, ni j'avais contacté des gens qui avaient un rôle similaire, ce qui est une erreur. Sachant que, j'ai l'impression que le rôle, c'est pas forcément ce qui importe en général à ce stade. En tout cas, sur les gens que j'interviewe, c'est vraiment, ils font leur choix par rapport au fondateur. Et ils se posent pas trop de questions sur le rôle qu'ils vont avoir. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, tu vois, mon rôle aujourd'hui, tu vois, je vais pas être remplacé, quoi. En tout cas pas pour l'instant. Donc mon rôle n'existe plus. Il aurait fallu que j'accepte de changer, quoi. Ouais. De changer et un vrai changement. Donc voilà, j'aurais pu me poser la question. Après, je l'aurais fait quand même parce que j'ai appris une tonne de trucs, et dans un environnement comme ça, tu vois, le pré-PMF dont on parle, c'est très spécial. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est angoissant, mais c'est spécial. Tu vois, tu célèbres des trucs débiles. Genre, on a eu 4 utilisateurs aujourd'hui.
Tu vois, on avait un écran avec la courbe. 4 utilisateurs dans la journée, c'était un truc de ouf. Tu vois. C'est marrant. Ou quelqu'un nous a dit ah, grâce à vous, les gars, j'ai réussi à faire ma livraison. C'est un truc débile. Mais en fait, nous, c'était une victoire. Ça sert à quelque chose, tu vois, ce qu'on est en train de faire. On arrive sur la fin du podcast. Peut-être 2 mots sur déjà ce que ça t'a apporté comme expérience. Et ouais, peut-être les conseils que tu apporterais à des gens qui recherchent ce type d'expérience en tant que premier employé. Ouais. Alors, ce que ça m'a apporté, ça répond vraiment à des choses qu'on a dit un peu précédemment. L'exécution. Ce que je te disais, ce que j'avais fait en 3 mois l'année dernière, je le faisais en 6 semaines. Je pourrais le faire en 6 semaines. L'exécution. Ce que je disais, une tâche, tu la divises en 10 tâches. Chaque jour, tu es capable de dire que tu as avancé un petit peu. Bon, bah ça, c'est top. Enfin, c'est un bon learning, quoi. Tu peux jamais procrastiner avec un paradigme pareil. Tu as une approche pareille, tu peux pas procrastiner. Parce que si tu considères qu'à la fin de la journée, tu n'es pas sûr de si ce que tu as fait, ça sert à quelque chose, bah, si tu te poses cette question tous les jours, t'arriveras pas à procrastiner. Donc ça, c'est un bon point. Et ça, cet environnement-là, il m'a permis ça. Parce que tu es tellement attendu comme force de proposition. Toi qui finissais pas les projets. Là, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Moi, j'ai jamais trop fini les projets quand j'étais un peu au lycée et un peu plus tard. Bah, ça, t'as pas le droit, quoi. Ouais. T'as pas le droit, faut le diviser. Et ne pas finir un projet, ça veut rien dire, tu vois. À ce stade, il sera jamais fini le projet. Le projet, c'est de devenir énorme. Donc, finir un projet, c'est finir l'étape 1, 2, 3, 4. Si à la 4, ça saute, bah, on passe au projet suivant. Mais au moins, tu auras fait 4 étapes. Donc, ça, c'est un super learning. Deuxième learning, je pense que c'est peut-être plus perso, mais c'est la communication, moi, que j'avais pas trop, tu vois. Ce travail d'équipe, ne pas hésiter à demander un peu d'aide parce que, en fait, il n'y a pas trop d'experts à ce stade dans une boîte. T'es attendu. Enfin, on attend de toi que tu sois extrêmement polyvalent, que tu touches à des choses auxquelles tu n'as jamais touché. Tu vois, tu as dû le voir avec les profils biz qui font du recrutement, du sales, du branding. Enfin, ils sont pas experts dans tout ça. Et du côté ingé, c'est la même chose. À ce stade, tu vois, les devs avec qui je bossais, il n'y en avait pas un qui était spécialisé dans un truc. Progressivement, ils ont pris leur ownership sur certaines choses. Mais bon, il fallait qu'ils soient assez humbles, si tu veux, pour que si on détruise leur travail, il n'y a pas de souci. Derrière, on reconstruit ensemble, ou s'ils doivent aborder un nouveau truc, il n'y a pas de souci. Bah, moi, j'ai dû apprendre, par exemple, à faire pas mal de dev, à faire du produit un peu différemment, à faire des interviews, à faire des démos. Enfin, tu vois, cette capacité un peu à accepter que ton rôle change, à ne pas être expert, bah, c'est le jeu que tu choisis quand tu rejoins une boîte aussi jeune, t'es pas expert. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'on attend. Tu le deviendras peut-être un moment quand la boîte va grandir. À ce stade-là, tu n'auras peut-être pas envie d'être expert. Enfin, genre, la plupart des gens qui rejoignent ce type d'aventure, quand la boîte grandit, ils sont un peu frustrés parce qu'ils sont sur une tâche très précise. Ou moi j'ai entendu les managers qui en ont marre d'être managers. J'ai pas eu le temps, je suis pas arrivé là. Voilà, et tu me disais les conseils. C'est quand même demandant. C'est quand même demandant. Donc, comme tu vois, je disais, c'est pas aussi demandant que quand c'est ta boîte à toi. Mais il faut quand même être aligné avec ce que tu es en train de construire, je pense. Enfin, c'est un truc à moi. EF, il disait qu'il y avait 2 types de personnes, les missionnaires et les mercenaires. Les mercenaires, c'est ceux qui aiment bien se faire mal et qui saisiraient n'importe quelle opportunité et qui l'exécuteraient. Et les missionnaires, c'est ceux qui le feraient, mais pour une mission, quoi. Donc, c'est un peu 2 types de personnes. Moi, je suis plutôt un missionnaire. Et donc, à ce moment-là, il faut que tu sois aligné, tu vois. Moi, j'aimais bien le projet. Et j'y croyais réellement, tu vois. Okay. J'y crois réellement, d'ailleurs. Je suis convaincu que ça va fonctionner si l'exécution continue à être bien faite. Donc ça, c'est important parce que c'est impliquant et tu as envie de vouloir le pitcher, tu vois. Tu es dans une boîte toute petite, faut que tu puisses le pitcher, faut que tu aimes le pitcher. Parce que personne ne va comprendre ce que c'est que cette boîte et ce que tu fais dans un groupe de 4 pecnos autour d'une table. Donc, si tu n'aimes pas le projet, si tu n'aimes pas le pitcher, ça va être dur. C'est un bon conseil, ça. Si tu sais pas vraiment bien pitcher avec passion la boîte que tu vas rejoindre, peut-être n'y va pas. Bon, je vois pas comment tu pourrais avoir des idées sur le truc si tu n'es pas en mesure de le pitcher. Donc ça, c'est le premier. Je sais pas si j'ai d'autres conseils. En fait, je pense que déjà c'est très différent de boîte en boîte. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il y a ce niveau de... Enfin, faut savoir que t'as pas trop de management à ce niveau-là. Enfin, le management, c'est l'équipe, quoi. Justement sur l'équipe, est-ce que le conseil la plupart des gens, ils nous disent que j'ai reçu, ils me disent en fait, mon seul conseil, c'est si tu as vraiment un gros coup de cœur sur le fondateur, vas-y, n'hésite pas. Et si c'est pas le cas, n'y va pas, même si tu aimes bien le projet. Moi, je pense que j'ai ce conseil aussi. Maintenant, j'imagine que ça peut changer, mais moi, initialement, ce que je te disais, les fondateurs, ils m'ont montré qu'ils avaient une ambition de ouf. Quand je discutais avec eux, ça avait l'air... tu vois, j'ai cru en
ont le projet via eux. Donc, Ouais. ça, c'est sûr. En fait, tu vois, quand je suis parti, j'ai dit le conseil que je leur ai donné en mode, tu vois, force à vous, c'est la valeur de la boîte aujourd'hui, c'est vous, quoi. Il n'y a pas beaucoup de modes, en vrai. Enfin, Normal. il y en a, parce que la boîte, il a construit des trucs. Mais en vérité, à ce stade, On est au tout, c'est que au tout début. ces gars-là, ils ont l'expertise, ils ont attaqué un sujet, c'est les seuls à le creuser de cette manière-là. C'est eux l'expertise. Ok. C'est les gens qui sont dans la boîte. Donc, comme tu disais avec les fondateurs, ce qui vaut, ce qu'est la boîte au début, c'est les fondateurs et les premiers employés. Donc, si t'es pas convaincu par ces personnes-là, c'est pas le pauvre sas qui va t'avoir, quoi. Tu vois, Avec ses 3 boutons. même si tu tombes amoureux du produit, mais que tu crois pas forcément au fondeur, n'y va pas forcément, quoi. Mais, Surtout que le produit va changer. Hein. en plus, Il va changer le produit. Hein. Même si ça se trouve, le modèle il va marché aussi va changer, changer. tout va changer. Donc. Mais ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la plupart des sujets. Franchement, merci pour ton temps, pour ton retour d'expérience. Merci à Honnêtement, c'est, on n'a pas encore eu ce retour d'expérience-là. toi. Ouais. Donc ça va être intéressant, je pense, à écouter. Et voilà, je sais pas si tu si t'écoutes des podcasts de temps en temps, mais n'hésite pas à nous suivre Ouais, et bien à sûr. écouter les autres collègues qui vont passer après toi. J'écoute les collègues. Et j'espère que vous recevrez un vrai software, peut-être. Parce que ce que je te disais, mon rôle d'ingé, il était quand même assez spécial. Et Ok. il y a un type d'ingé dans les boîtes SaaS qui est hyper intéressant, c'est les maçons, c'est les software engineers. Bah, si t'en as à conseiller, très Ouais, preneur, bah, hein. je vais réfléchir. Alors, il y a moins de juniors, je pense. Ok. Donc, faut aller chercher plus senior. Et d'ailleurs, c'est leur expertise qui sert. Mais c'est pas le même profil que moi. Et c'est un profil hyper intéressant parce que ceux qui ont les vraies mains dans le cambouis, et ils vont t'expliquer ce que ça veut dire de créer une stack à ce stade, de choisir sans rien dans quelle direction tu prends techniquement. Enfin bref, voilà, c'est pas moi, donc c'est un type de profil qui je pense serait super intéressant à interviewer. C'est On va super creuser agréable. ça. Merci Maxime et Merci Thomas. à très vite à tous. Ciao. Hop.